Bonjour, bienvenue aux rencontres internationales de la francophonie organisées par l'Institut international pour la francophonie et le service général des relations internationales de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Nous accueillons Monsieur Bruce. Voilà, donc moi je suis louisianais d'origine, donc mon nom au complet c'est Michael Clinton Bruce, on m'appelle Clint, et j'enseigne dans un petit établissement postsecondaire en Nouvelle-Écosse, dans une petite communauté acadienne, au bord de la baie Sainte-Marie. C'est un décor très, très pittoresque, et je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales, c'est comme ça que ça s'appelle, ou la CREACT, et je dirige un petit laboratoire d'ethnographie, un petit centre de recherche avec une équipe d'assistants, et on explore toutes sortes de questions passionnantes. Voilà. Super. Est-ce que vous pourriez en quelques phrases nous décrire la francophonie en Louisiane, en quelques mots? C'est Bah, la francophonie en Louisiane est à la fois très ancrée historiquement et en pleine transformation au 21e siècle. Donc, pour ce qui est de son ancrage historique, cette réalité remonte à l'époque coloniale, même avant l'arrivée des réfugiés acadiens qui avaient été expulsés de leurs terres dans le Canada actuel. Et c'est vraiment une convergence d'influences et de populations autochtones qui ont appris le français, qui se sont appropriés le français, bien évidemment des colons français, mais aussi d'autres colons européens. Et au milieu du XVIIIe siècle, en fait, une majorité africaine ou d'origine africaine qui était, pour la plupart, des gens tenus en esclavage. Euh, et donc, à ces groupes-là se sont rajoutés d'autres tout au cours du XVIIIe, du XIXe siècle, et même au XXe siècle, avec une vague d'immigration du Vietnam après la guerre du Vietnam. Donc, on parle vraiment d'une réalité à la fois fascinante, complexe, et bien sûr, avec l'américanisation qui s'est produite tout au long du XXe siècle, la francophonie est devenue un fait minoritaire. Et donc aujourd'hui, les gens qui parlent français sont des gens qui veulent parler français. Et il y en a. Et cette nouvelle francophonie, je parle parfois de néo-francophones, sont en dialogue avec les générations plus anciennes qui sont toujours là pour éclairer leur chemin, pour passer le flambeau, disons, de la variété plus traditionnelle de la langue, et qui sont les gardiens d'un certain patrimoine culturel. Voilà, donc il y a beaucoup de dialogue entre des apprenants, des gens comme moi, et les personnes qui sont vraiment nées au milieu du XXe siècle, ou même avant. Hein. Moi, j'ai connu des gens nés dans les années 1920, 30, dans un environnement qui était encore très francophone, où on ne parlait pas anglais. Donc voilà, c'est toute une évolution sur 3 siècles. D'accord. Merci. Et quels sont les enjeux communs euh, avec la francophonie dans d'autres coins en Amérique du Nord, par exemple en Acadie? Mm-hmm. On peut prendre deux axes. D'une part, il y a comme un tronc commun. Il y a des racines en commun. Donc, je peux prendre l'exemple de l'Acadie. La déportation, je devrais dire les déportations de la population acadienne a créé une diaspora qui s'est retrouvée par la suite au Québec, en France et certainement en Louisiane, comme on le sait bien. Et donc, on a des référents en commun. Il y a des gens qui vont faire des pèlerinages, qui vont assister à des manifestations culturelles dans l'une ou l'autre de ces régions-là. Et donc, il y a ça en partage. Il y a une mémoire collective qui n'est pas identique d'un contexte à l'autre, mais qui a des fils conducteurs et des points en commun. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, et c'est très approprié qu'on soit ici, à 2IF, à l'Institut international pour la francophonie, parce que les relations internationales sont devenues très importantes pour ces communautés-là. Pour le Québec, le Québec, qui évidemment est une province à vocation nationale, si on veut, c'était fondamental de développer, et ça continue en fait d'être fondamental de développer un appareil de relations extérieures. Hein. Donc le Québec siège à l'OIF depuis longtemps. Le Nouveau-Brunswick, la province du Nouveau-Brunswick depuis la fin des années 70, et la Louisiane depuis 2018.
pour les contextes où les francophones sont vraiment en minorité, il est absolument indispensable d'avoir des échanges avec les pays francophones. Et ça, je pense que ça, c'est un dénominateur commun. Donc moi, je vis dans une petite communauté, comme je l'ai dit, hein, l'adjectif petit, ça revient, mais ça nous définit. Euh, je vis dans une petite communauté en Nouvelle-Écosse. Il faut avoir des échanges, hein. J'enseigne dans une université où un certain nombre de nos étudiants nous arrivent d'Afrique, de la République démocratique du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Maghreb aussi. Ça, ça s'inscrit à la fois dans une volonté de diversifier, de diversification, mais aussi dans un contexte de défis démographiques, hein. Donc, dans l'Est du Canada, il y a ce qu'on appelle une population vieillissante. Pour la Louisiane, où le bassin des francophones ne se renouvelait plus par la transmission de la langue au sein des familles, il fallait, je mets ça entre guillemets, mais c'était une stratégie de faire venir des enseignantes et des enseignants de l'étranger, de créer des programmes d'études pour les Louisianaises et Louisianais, et donc un peu de greffer la francophonie, d'avoir des greffes de francophonie. Et donc ça a créé tout un réseau, tout un écosystème qui porte certains fruits. Vraiment, il reste des défis. Et donc ça, c'est vraiment deux dénominateurs communs entre ces différentes aires de la francophonie nord-américaine. Il y a à la fois des éléments d'histoire en commun, mais aussi qu'il existe des réseaux de la francophonie internationale. Bah, ça donne des occasions de renouvellement, alors que je pense que sans cette dimension-là, on serait peut-être condamné à disparaître. Et là, maintenant, en 2023, je pense qu'on n'est absolument pas du tout condamné à disparaître. D'accord. Et est-ce que vous pensez que, parce que vous avez évoqué les réseaux, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux numériques pourraient être une aide, justement, un outil pour éviter cette disparition? C'est en voie de se produire, hein. Absolument. Je me rappelle déjà au début des années 2000, bon, quand on a vraiment commencé à avoir un service d'Internet plus performant, je pouvais écouter Radio-Canada, je pouvais écouter RFI, alors que je vivais en Louisiane, hein, donc d'avoir accès aux médias. Et avec Internet 2.0, donc Internet plus interactif, avec les réseaux sociaux numériques, cette possibilité de contact au quotidien est devenu un aspect très marquant de la vie de beaucoup de gens. Alors, comme je l'ai souligné, je vis dans une communauté acadienne dans une province canadienne de la Nouvelle-Écosse. Ben, je suis en contact avec des gens en Louisiane tous les jours, et parfois du matin au soir, hein, pas en continu, mais continuellement. C'est-à-dire que je partage des contenus, j'ai des réponses d'amis de la Louisiane, et je le vois non seulement pour moi, Louisianais d'origine, mais aussi pour des gens de la Nouvelle-Écosse, hein, des originaires de la Nouvelle-Écosse, qu'il y a une conversation en continu qui relie ces différents espaces. Ça change vraiment la donne. Alors qu'avant, il y avait des voyages, peut-être des appels téléphoniques qui pouvaient coûter très cher, hein, il y a une trentaine d'années. Alors ben là, on peut se faire un plat typique de notre région, disons un gumbo en Louisiane, on met la photo, ben ça fait venir l'eau à la bouche à des gens qui sont au Canada, hein, vraiment dans l'immédiat. Ça change vraiment les choses et ça introduit l'extérieur dans notre vie de tous les jours et c'est beau, hein, il est très beau de voir cela. C'est hyper intéressant. Votre intervention portait sur la poésie en Louisiane, post-esclavagiste. Pensez-vous que la sauvegarde de la Louisiane francophone passe par la littérature, l'expression artistique ou par d'autres biais? C'est sûr que la production littéraire et l'expression artistique sont absolument fondamentales et pour plusieurs raisons. D'abord, si on est dans un contexte d'apprentissage d'une langue, on va faire quoi avec cette langue-là? C'est-à-dire que pour une jeune Louisianaise qui a des grands-parents francophones, c'est sûr qu'il y a la volonté de communiquer avec les membres de sa famille de cette génération-là. Mais ça ne va pas se limiter à ça, on veut aussi produire quelque chose d'original. Et donc le fait de pouvoir écrire un texte qui sera beau, qui sera peut-être lu dans une manifestation culturelle ou une soirée avec des amis,
ça donne une motivation. Donc il y a, disons, une logique centripète, hein, donc ancrée dans le contexte. Mais il y a aussi le fait de pouvoir se présenter à l'extérieur. Et si je pense aux poètes, disons, de la Renaissance franco-louisianaise des années 1970, ces gens-là, qui sont encore avec nous pour la plupart, écrivaient dans un contexte où on développait aussi des relations extérieures avec la francophonie, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et bon, on va faire venir des musiciens, disons dans un festival au Québec ou, je ne sais pas, des soirées de poésie en France. On peut faire venir des musiciens, mais on peut aussi faire venir des écrivains. Et là, c'est une autre forme d'expression, bien évidemment, où on peut parler d'autres réalités que celles qui sont exprimées dans les chansons, et surtout des questions socio-culturelles, des choses qui dérangent, qu'on entend un peu dans les chansons, par exemple du musicien Zachary Richard, mais lui, il est plutôt exceptionnel sur la scène louisianaise. Alors, si la francophonie doit être un espace d'échange, ben, il faut comprendre les réalités les uns des autres. Et la littérature, ça permet de faire ça. Hein. Ça permet de créer un texte dans sa langue, hein, dans la langue de sa région, et de donner la chance à un public d'ailleurs de bien digérer ce texte-là. Hein. Donc, si c'est présenté dans un événement sur place, peut-être un peu moins, mais quand c'est publié, on peut relire, on peut chercher les mots. Aujourd'hui, si c'est une vidéo, là, on peut réécouter. Est-ce que j'ai bien compris ce mot-là? Alors ça, c'est vraiment très important. Et un troisième aspect, pour le littéraire, c'est simplement d'avoir une infrastructure de publication. C'est pas évident dans un contexte qui est surtout anglophone, avec une réalité francophone. Donc ça force les gens à créer des structures de diffusion, hein, de production et de diffusion. Je suis affilié à une maison d'édition dans l'université où j'ai étudié, en Louisiane, qui s'appelle les éditions Tatamar, et on republie à la fois des textes du 19e siècle, donc des documents, des œuvres anciennes, et aussi on encourage les écrivains d'aujourd'hui. Hein. Et ça, donc on essaie un peu d'allier ces deux stratégies avec les moyens du bord. Hein. Il faut les dire. Parfois on peut chercher des subventions, mais on a des écrivains, il y a de nos écrivains qui ont été primés à l'extérieur, hein, dans d'autres pays francophones, qui ont pu voyager jusqu'à l'Académie française, hein, pour le poète Kirby Jambon. C'est pas rien. Clairement. Pour finir, pourriez-vous nous donner votre mot, ou enfin, une expression de Louisiane qui est la plus emblématique pour vous, ou celle à laquelle vous êtes le plus attaché? Je vais en choisir deux, parce que vraiment en Louisiane, si on parle de la francophonie d'héritage, il y a deux langues. Il y a le français tel que parlé en Louisiane, et il y a aussi la langue créole. Et je pratique et j'aime ces deux langues. Donc en langue française, il y a et les deux expressions ont le thème de la résilience. Hein. Donc en français, j'aime beaucoup l'expression « lâche pas la patate ». Ça veut dire « ne perds pas courage hein. ». Et selon ce qu'on me raconte, ça vient d'une danse où les deux partenaires se rapprochent et mettent une pomme de terre ou peut-être une patate douce entre leurs deux fronts et tournent en rond. Je ne sais pas vraiment si c'est la bonne explication, et donc il ne faut pas faire tomber la patate. Mais vraiment, je le dis très couramment. Hein. Même à la fin d'un mail, d'un courriel, je vais écrire « Bon, lâche pas la patate, mon ami. » Ça veut dire « bonne continuation, bon courage. » L'autre expression que j'ai tatouée, en fait, sur le poignet, c'est un proverbe. Enfin, je ne sais pas si ça a vraiment valeur de proverbe, mais c'est une expression en langue créole. Ça vient pour courir. La langue créole a sa poésie, sa concision. Et ça veut dire vraiment traduit très littéralement, il faut que ça aille. Donc le saguin, ça doit, et saguin pour courir, courir c'est le verbe pour aller. En fait, c'est plus personnel pour moi, mais ça veut dire en fait que quelle que soit la situation, les choses vont s'arranger. Hein, et on va pouvoir continuer, que ce soit dans la vie, donc ça c'est vraiment le niveau personnel, mais ça peut concerner des enjeux collectifs. Hein, donc il y a des difficultés, il y a des défis, ces défis-là on va les relever. Et ça va aller, peut-être pas d'une façon idéale, mais quand même, on va s'en sortir et on va aller de l'avant.
Et je pense que ça, c'est important comme leçon de vie, mais aussi dans une démarche plus collective, plus communautaire. Ça gagne beaucoup, absolument. Il faut que ça aille. Hein. Ça va aller parce qu'on veut que ça aille. Okay. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Ben, merci à vous et merci à l'Institut de nous avoir accueillis, nous, Louisianaises et Louisianais. C'est agréable d'être ici. C'était un plaisir de vous accueillir.